Merci de regarder le journal de l'Afrique sur France 24. Au sommaire ce soir, une résolution contre les abus sexuels lors des missions onusiennes. Les contingents de casques bleus seront rapatriés en cas de soupçon. Le vote a eu lieu ce soir à New York. Nous serons sur place. Une victoire judiciaire pour Karim Wade. La justice française juge sa détention arbitraire. Cela fait près d'un an qu'il est emprisonné à Dakar. Vous entendrez son avocat. Et puis une école flottante et gratuite au Nigeria. Elle a été construite près de l'immense bidonville de Makoko. Un espoir immense pour ses enfants, vous le verrez. L'ONU s'empare donc d'un drame qui bouleverse régulièrement l'Afrique, les abus sexuels commis lors des missions de casques bleus. On en a beaucoup parlé en Centrafrique ou encore en République démocratique du Congo. Une résolution contre ces crimes a donc été votée ce soir à New York par les Nations Unies. Bonjour Marie Bourreau, vous êtes sur place. Concrètement, que va changer cette résolution ? Écoutez, d'abord, c'est la première fois que le Conseil de sécurité vote une résolution réprimant les abus sexuels commis par des casques bleus. Et en ce sens, c'est déjà une très grande avancée. Vous savez que le secrétaire général Ban Ki-moon avait plusieurs fois évoqué ces abus sexuels comme un cancer de l'organisation. Et il s'était montré résolu à les combattre. Et avec cette résolution, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Alors, cette résolution reprend plusieurs points exprimés par des recommandations du secrétaire général Ban Ki-moon. Je vais vous en citer 3 points, les principaux. Premièrement, il s'agit du rapatriement entier de casques bleus accusés d'abus sexuels lorsque ceux-ci sont démontrés. C'est un point qui a posé problème au sein du Conseil de sécurité lors de ce vote. L'un des membres du Conseil de sécurité, l'Égyptien, a pointé du doigt le fait que cela allait victimiser des contingents entiers alors que cela concernait quelques brebis galeuses. Deuxième point, c'est très important, cette résolution demande à tous les États membres concernés par ces cas d'abus sexuels d'engager des poursuites judiciaires contre ces soldats. Vous savez que pour l'instant, l'ONU n'est pas capable de le faire. Elle est dépendante de la volonté politique des États membres de le faire. Et maintenant, ils ont l'obligation légale de le faire. Enfin, troisième point, si ces pays-là n'engageaient pas de poursuites, ils pourraient être complètement écartés des futures opérations de maintien de la paix. Et c'est un problème qui pourrait poser de nombreux soucis aux futures opérations de maintien de la paix de l'ONU pour le renouvellement de ses troupes. Merci Marie Bourreau pour vos explications en direct de New York. Le flou règne ce soir au Niger autour d'Ama Amadou. Ses proches affirmaient en milieu de journée qu'il avait quitté la prison de Filingué. Il aurait été transféré alors à 180 km de là à l'hôpital de Niamey, officiellement pour raison de santé. Plusieurs de nos sources démentent ces informations pour le moment. Ce qui est certain, c'est que l'opposant a été qualifié pour le second tour de la présidentielle. Se pose désormais la question de sa participation. Écoutez la réponse un peu ambiguë de son porte-parole. Vous vous êtes rendu compte que Hamamadou n'a pas désisté. Sûrement, c'est le souhait de certains. Hamamadou n'a pas désisté pour une raison très simple. Contrairement à la volonté du président Issoufou, le peuple nigérien a décidé que Hamamadou affronte Issoufou Mamadou au second tour. Et Hamamadou et la COPA ne battront pas campagne, comme ils l'ont déjà dit. Notre suspension continue. Nous ne battrons pas campagne. Et nous avons invité et nous invitons nos militants et tous les démocrates sincères à ne pas battre campagne. Nous invitons nos militants et tous les démocrates sincères à ne pas sortir le 20 mars pour aller voter. Le Sénégal, d'abord cette bonne nouvelle pour Karim Wade, le fils de l'ancien président est détenu pour enrichissement illicite. Tous ses recours avaient été épuisés à Dakar. Ses avocats avaient alors déposé une plainte en France, Karim Wade ayant la double nationalité. La justice vient de trancher à Paris et elle estime que sa détention est arbitraire. Écoutez son avocat au Sénégal. C'est une énorme victoire pour Karim Wade. Ça veut dire qu'il y a au moins des indices et des présomptions qui font penser sérieusement qu'il y a un crime de détention arbitraire. Ceci correspond déjà à ce que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a déjà décidé et a demandé qu'il soit libéré. Les juridictions communautaires, la Cour de justice de la CEDEAO a déclaré que Karim Wade relève de la Haute Cour de justice et non des juridictions de droit commun. Premièrement. Deuxièmement, le groupe de travail des Nations Unies a déclaré sa détention arbitraire. Troisièmement, la justice française déclare
sa plainte est recevable. Nous estimons que c'est une victoire et que les autorités sénégalaises prendront leurs responsabilités et en tireront les conséquences. Toujours au Sénégal, un mot du référendum qui aura lieu dans 10 jours. Pour ou contre le projet de révision constitutionnelle, 15 mesures pour consolider et moderniser la démocratie. Ce sont les mots de Macky Sall qu'a rencontré Marc Perelman. Et le référendum, vous êtes optimiste? Très optimiste. C'est dans la poche? Je ne sais pas, il appartient au peuple de décider, mais je pense que les gens ont compris le sens des avancées que nous devons marquer. Il y a aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut refuser le fait de stabiliser définitivement la durée des mandats du président de la République qui part du septennat au quinquennat, stabiliser, renouvelable une seule fois, ainsi que d'autres progrès énormes pour la démocratie. Alors je pense que le peuple sénégalais saura faire le choix qui s'impose. C'est l'État le plus jeune au monde et c'est l'enfer qui règne. Viol, exécution, destruction systématique. L'ONU dresse un tableau très sombre de la vie au Soudan du Sud. Les rebelles, mais aussi les loyalistes sont pointés du doigt. Lucie Debiol. Loin des regards, les morts s'accumulent au Soudan du Sud. L'ONU dénonce une situation des droits de l'homme parmi les plus horribles du monde. Les témoins racontent des meurtres, des viols, de la torture perpétrée sur des civils, dans l'impunité générale. D'après ce que nous avons constaté en 2014, et si on regarde les violations dans leur ensemble, ce sont des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Ils sont perpétrés par les deux parties, mais en 2015, en majorité par le gouvernement. D'après les Nations Unies, les combattants alliés au gouvernement auraient été autorisés à violer les femmes en guise de salaire. Depuis 2013, le pays est plongé dans la guerre civile. D'un côté, le président Salva Kiir, de l'autre, son ancien vice-président Riek Machar. Un conflit qui a chassé plus de 2 millions de personnes de chez elles et tué des dizaines de milliers. Aucun chiffre officiel. Face à l'ampleur, les humanitaires ne parviennent pas à compter. Les associations compilent donc les témoignages en attendant que la justice puisse prendre le relais. Des témoins nous ont dit qu'une soixantaine d'hommes et de garçons ont été forcés d'entrer dans un conteneur. Ils avaient les mains liées, on leur avait enlevé leurs habits et la plupart étaient en sous-vêtements. Les portes étaient fermées, les hommes asphyxiés, ils tapaient contre les parois, les témoins pouvaient les entendre. En août 2015, un accord de paix est signé entre les deux parties. Mais depuis, les combats n'ont jamais cessé. Selon l'ONU, à chaque fois qu'une zone change de main, les personnes responsables tuent et déplacent le plus grand nombre de civils sur la base de leur appartenance ethnique. L'ONU qui s'inquiète par ailleurs de la situation en Centrafrique. Une experte indépendante y a passé 10 jours. Elle s'est penchée sur la question des droits de l'homme. Ses conclusions ont été présentées ce vendredi. On retrouve notre correspondant à Bangui, Anthony Fouchard. L'experte sur la situation des droits de l'homme a énuméré tout ce qui n'allait pas en Centrafrique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la liste est longue. Chaîne pénale à reconstruire entièrement, poche d'insécurité dans les provinces, dans l'arrière-pays qui favorise la violence, prison, centres de détention illégaux, violences sexuelles faites aux femmes comme aux hommes. Il y a du travail, a-t-elle dit. Et une des solutions, ça passe par le fameux DDR, le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion. Le problème essentiel, c'est le problème de sécurité avec l'absence d'un DDR cohérent. Le DDR n'existe pas. Il y a seulement eu un pré-DDR qui a pris en place, qui a réglé certaines considérations, mais qui n'a absolument pas réglé le problème de circulation des armes. Sans le DDR, qui est un phénomène qui est consensuel et en même temps pratiqué et par le pays et par la communauté internationale, je ne pense pas qu'on puisse parler de justice, de lutte contre l'impunité et même de développement économique. Marie-Thérèse Keïta Bokoum veut se montrer tout de même optimiste. Cela va beaucoup mieux que lors de ma précédente visite en septembre 2015, a-t-elle dit. En même temps, cela aurait difficilement pu être pire, car en septembre, un épisode de violence avait fait près de 80 morts et 600 blessés dans la capitale Bangui. Depuis, il y a eu la visite du pape François, l'élection présidentielle et bientôt le second tour des élections législatives qui va achever ce processus électoral. Allez, on termine notre journal au Nigeria. Au milieu de l'immense bidonville de Makoko s'élève désormais un espoir. Une école flottante. Elle a été conçue par un architecte local et financée par des dons privés. Présentation avec Célia Caracena. Des coups de pagaie pour aller à l'école. Dans le bidonville de Makoko, construit sur la lagune, cette école flottante propose des cours gratuits à une centaine d'enfants, ravis de leur nouvel établissement.
J'aime cet endroit. Je n'avais jamais vu une école flottante auparavant. Quand je l'ai vue, j'ai obligé mes parents à m'inscrire ici. J'aime cette école parce qu'elle est construite sur l'eau, on peut apprendre facilement et on peut faire des activités amusantes. La structure pyramidale est composée de bois et de bambou. Le tout soutenu par 200 barils de plastique recyclé. Écolo, cette école a surtout l'avantage de s'adapter aux contraintes naturelles. Pendant les mois d'octobre et de novembre, le niveau d'eau augmente et influe sur la structure. Chaque fois que le niveau de l'eau monte, l'école monte, et chaque fois que le niveau de l'eau descend, elle descend aussi. La plupart des habitants du bidonville sont des migrants venus d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. La Venise de Lagos, comme elle est surnommée, est composée de logements vétustes sur pilotis, sans électricité ni eau potable. L'école flottante est une innovation remarquée au niveau national, ce qui a permis d'attirer l'attention sur les conditions de vie des habitants. C'est surtout une perspective d'avenir pour ces enfants de Makoko. Merci de votre attention. Tout de suite, d'autres infos sur notre antenne.